Ce document, unique au monde, est une relique du cinéma. C'est le premier film fait sur les plantes utilisant la prise de vue image par image. Le botaniste allemand Wilhelm Pfeiffer l'a commencé en 1898, 3 ans après le premier film de Louis Lumière. Il l'a terminé en 1900. À peine le cinéma inventé, Pfeiffer avait compris ce qu'il allait permettre: rendre perceptible, en l'accélérant, le mouvement des plantes. Réaction d'une balsamine à la gravité terrestre. Croissance des feuilles de la tulipe. Le mouvement des feuilles du mimosa pudique, à droite, et du sainfoin oscillant, à gauche. En fait, les feuilles du sainfoin oscillant bougent de façon visible à l'œil nu. Le plus étrange est que la plus grande de ces 3 folioles ne bouge pas, alors que les 2 petites possèdent un renflement à la base agissant comme un moteur qui leur fait faire un tour toutes les 2 minutes. Pourquoi? Mystère. Quant au mouvement des folioles du mimosa pudique, ils sont eux aussi visibles à l'œil nu. L'explication serait peut-être une réaction de camouflage. Se rendre le moins visible possible au passage d'un herbivore, en ne montrant plus que la tranche de ses feuilles. Comment ça marche? On est encore loin de savoir déchiffrer tous les circuits intérieurs des plantes, électriques ou chimiques. Par contre, ce qu'on connaît bien, c'est le mode de développement des plantes. Tout se passe comme si la nature avait édité un manuel de la graine en campagne. Chapitre 1er. Vous êtes une graine. Consultez votre notice intérieure. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Votre code personnel sous forme de gène, avec un décodeur incorporé. Vous ne pouvez pas vous tromper. La plus belle graine du monde ne peut donner que ce qu'elle a dans son programme. L'important pour une plante est de savoir garder les pieds sous terre. Des pieds qui sont plutôt des bouches, puisque les racines servent à la nutrition. Mais pour foncer dans le sol, quelles que soient ses aspérités, il faut en avoir les moyens. Dans la coiffe, tout au bout de la racine, se cache, comme le radar dans le nez d'un avion, un dispositif sensible à la gravité terrestre. Certains pensent que ce seraient de minuscules grains d'amidon qui se déplaceraient dans des cellules spécialisées, jouant en somme le rôle d'un gyroscope. De plus, la tête chercheuse de la racine est protégée de l'abrasion des particules du sol et sécrète un lubrifiant pour faciliter sa progression. Pour être aussi doué, sinon de bon sens, du moins du sens de la gravité, disons que les racines des plantes sont des ultraterrestres.
Ainsi, les racines aériennes que fabrique ce Bagnan, à l'île Maurice. Dès qu'elles ont pu, elles ont retrouvé le chemin de la terre promise. Ce qui lui a permis d'enjamber la route sans causer d'accident. Chapitre 2. Si tu as trop de lumière, baisse un peu l'abat-jour. Cette feuille de renoncule semble avoir laissé son empreinte sur le fond du ruisseau. Ce sont des algues unicellulaires qui se sont rassemblées dessous. Le nom de cette algue, Navicula peregrina, le petit navire baladeur. Elle est toujours en train de se promener tant qu'elle n'a pas la lumière qui lui convient. Ces expériences auxquelles on la soumet sont bien sûr filmées au microscope. Elle a horreur de deux choses. Qu'on lui fasse de l'ombre sur l'étrave ou au contraire qu'on l'éblouisse. Dans les deux cas, elle fait marche arrière. Par contre, si on lui présente un petit spot de lumière rouge, elle adore. Elle le suit comme un chien, parce que c'est une lumière douce. En fait, il lui faut la pénombre. Voilà pourquoi les petits navires baladeurs avaient jeté l'ancre sous la feuille de renoncule. Ils y étaient réfugiés comme des vaches sous un pommier. Toutes les plantes réagissent aux variations de la lumière et de la température. On le voit fort bien quand on filme certaines fleurs en accéléré. L'oxalis petite oseille replie plus ou moins ses feuilles selon que l'intensité du soleil lui convient ou qu'il la trouve trop forte. La jonquille dresse ses feuilles au lever du soleil. Et au coucher, le nénuphar se met en code. Les plantes mesurent même la longueur des jours et des nuits. Voici un haricot vivant sa vie de haricot. Levé et couché à des heures de haricot. Dodo à 6 heures du soir. Réveillons-le à minuit. Éteignons la lumière à midi. Il suit le nouveau rythme. Enfin, voici le championnat d'endurance des haricots. D'endurance à la lumière continue. Au début, ça leur plaît. Puis, de temps en temps, ils ont comme des soubresauts nerveux. Et c'est la fin des haricots. Car les plantes ont besoin d'obscurité, à croire qu'elles dorment comme nous. Il semble que la nature crie aux laboureurs. Pourquoi regardes-tu le ciel? Je t'ai donné des plantes qui t'indiquent les heures. C'est Pline l'Ancien, le naturaliste romain, mort à Pompéi, qui a écrit cela. Il avait remarqué que toutes les fleurs ne s'épanouissent pas à la même heure. Effectivement, on peut, comme l'a fait beaucoup plus tard le Suédois Linné, établir une horloge florale. Elle n'est pas précise à la minute et les conditions météo peuvent la dérégler. Mais enfin, elle est assez fiable. « 3 heures. Le liseron des haies. 4 heures. Le
Le salsifis des prés. 5 heures, la chicorée sauvage. 7 heures, le nénuphar blanc. 8 heures, le faux mouron. 9 heures, le souci des champs. 11 heures, la dame de 11 heures. Ornithogalum umbellatum. Midi, le ficoïde. 14 heures, la scile maritime. 17 heures, l'heure du thé, est celle du silène nocturne. 18 heures, la belle de nuit. 20 heures, le grand cierge. 22 heures, le liseron pourpre. Manuel de la nature à l'usage des plantes, chapitre 3. La reproduction. Mieux vaut se rappeler qu'en matière d'amour, on n'est jamais si bien servi que par les autres, à condition toutefois de savoir les choisir. Il est donc préférable, pour être sûr que votre pollen arrivera à destination, de vous adresser à l'un des nombreux adhérents de la Chambre syndicale des pollinisateurs. Vous en trouverez toujours un capable d'étudier votre cas. Par exemple, vous faites comme Aubriessia deltoidea. Estimant sa fleur à la limite des dimensions nécessaires à l'atterrissage des papillons, elle se fait traiter par un spécialiste du vol stationnaire, le sphinx bourdon. La trompe du papillon, la technique du colibri, vous ne sentez rien. C'est presque de la fécondation artificielle. Autre exemple, le code inscrit dans votre graine a fait de vous le compagnon rouge, Mélandrium rubrum. Il se trouve que vous faites partie de ces plantes qu'on appelle dioïques, c'est-à-dire que vous êtes soit un pied mâle, soit un pied femelle. Et vos organes sexuels sont dans ce fourreau étroit. Comment échanger vos gènes avec un autre compagnon? Une seule adresse, le papillon. Faites-lui confiance, il a la trompe qu'il vous faut. Premier cas, votre fleur est mâle. Vous fabriquez des étamines avec du pollen au bout. Il adore ça. Il en prend plein la trompe. C'est bon pour lui. Et c'est bien pour vous. Parce que dans le deuxième cas, celui où vous avez une fleur femelle, vous produisez, tout au fond de votre corolle, un nectar qu'il adore aussi. En venant le chercher, il ne peut pas manquer d'effleurer votre organe sexuel et d'y laisser du pollen. C'est gagné, vous êtes fécondé. Et ne dites pas, oui, mais toutes ces fleurs que vous nous montrez à la télé, elles sont mignonnes et parfumées, elles se pavanent dans les jardins, ça leur est facile. Qu'est-ce qu'on fait si on est une plante issue d'un milieu pauvre et qu'en plus on est grosse et moche et qu'on sent mauvais? Eh bien, pensez aux mouches. On associe toujours la mouche à la mort, jamais la mouche à l'amour. C'est un tort. D'abord, les mouches ont des amours. Ceci est la parade nuptiale d'une mouche mâle
un macho-mouche, en train de convaincre sa femelle que d'une part elle n'est pas la plus moche et que d'autre part c'est lui le meilleur. Ce qui nous empêche de participer, c'est le fait de savoir que la mouche, une fois fécondée, ira pondre de préférence dans le cadavre d'un animal. Eh bien, même cela peut servir à vous faire féconder, si toutefois vous êtes une plante suffisamment observatrice. Disons, pas trop empotée. Vous êtes une plante en situation désespérée. Sur un minuscule îlot de Sardaigne, en Méditerranée. C'est un rocher très pauvre, ni papillon, ni bourdon. Mais il y a des mouettes qui chassent. Elles laissent des débris de poissons, parfois même des cadavres de souris ramenés de la côte. Et puis, il y a l'ornie, où certains œufs pourrissent. Bref, le festin permanent des mouettes attire sur cet îlot des mouches détrousseuses de cadavres. Eh bien, voici Helicodiceros mucivorus, la plante avaleuse de mouches. C'est un arôme qui sent la viande avariée à plus de 50 mètres dans le vent, au point que d'un bateau passant devant l'îlot, on peut croire à l'existence d'un cadavre en décomposition. C'est bien ce que veut la plante, pour attirer les mouches. Approchez, mesdames, n'ayez pas peur, je ne suis pas une plante, je suis une charogne. Et tout y est, avec l'odeur, la couleur, bien livide. Même les poils d'un mammifère sont imités par la fleur. Irrésistiblement attirées, les mouches, une fois à l'intérieur, sont proprement érotisées par ce parfum de mort qui pour elles signifie l'amour, puisque dans le vocabulaire chimique d'une mouche, viande avariée égale maternité. Les voici donc qui s'accouplent dans la fleur, à mouche que veux-tu, et pondent comme des folles qu'elles deviennent alors, car la moitié d'entre elles, complètement droguées, refusent désormais d'en sortir. Voici l'intérieur du piège. Sur une hampe florale est disposée en bas une fleur femelle qui attire les mouches avec du nectar, espérant qu'elles amènent du pollen de l'extérieur. En haut, une fleur mâle qui leur déverse au contraire du pollen sur le dos, dans l'espoir qu'elles l'exporteront vers un autre Helicodiceros. Le pire est que les mouches promènent inconsciemment le pollen de l'assassin de leurs enfants. Car la fleur laisse mourir de faim les bébés mouches dont elle a provoqué la naissance. L'Helicodiceros, au Moyen-Âge, était signalé dans toutes les îles de la Méditerranée où les mouettes attiraient les mouches. Malheureusement pour lui, l'homme, qui ne pouvait pas le sentir, s'est fait l'allié des mouches en le détruisant peu à peu. Il n'existe plus que sur 1 ou 2 îlots de Sardaigne, où celui-ci est peut-être le dernier qu'on aura filmé. C'est la mort d'une espèce qui est grave. L'individu, lui, est condamné. Comme cet autre arôme, devenu très rare lui aussi, Arisema psychocyanum, originaire du Japon. S'il consulte le dernier chapitre de son manuel d'instruction végétale, il y trouve cette dernière consigne: détruisez-vous. Mourir pour laisser la place aux enfants, ce serait donc la loi. Pourtant, il est des plantes qui voient la chose autrement.
Voyez ce que fait le fraisier. Il fait une fleur qui sera fécondée par une abeille, si toutefois on la laisse faire. Bref, il fait une fraise, bien attirante pour les oiseaux, avec des tout petits fruits secs éparpillés dessus, pour qu'ils soient avalés et rejetés au diable Vauvert, là où finissent toujours par aller les enfants. Eh bien, pourtant, il ne se résigne pas à mourir. Il fait des stolons pour se repiquer lui-même, comme s'il pensait que les enfants aillent vivre leur vie, d'accord. Mais pourquoi j'en mourrais? Qu'est-ce qui m'empêche pendant ce temps de me promener dans le jardin? En somme, le fraisier refuse de se sacrifier aux enfants. Il prolonge sa propre vie individuelle. Seulement, à la longue, il dégénère. On croit souvent que les feuilles meurent sous la pression de l'environnement. Plus assez d'heures de lumière en automne, la température qui baisse, on croit que l'arbre subit. Mais les recherches des années 1980 semblent montrer qu'en fait, il y aurait des gènes de la mort qui ordonneraient aux feuilles de mourir. Ce seraient donc les arbres, pour faire face à l'hiver, qui exécuteraient eux-mêmes leurs feuilles. De là à l'idée que les hommes auraient aussi des gènes de la mort et qu'on pourrait agir sur eux, il n'y a qu'un pas. La compréhension du processus de la chute des feuilles permettra peut-être un jour de freiner la vieillesse des humains. Freiner seulement, car si quelque chose est indispensable à la vie, c'est la mort.
écologiste, un vrai, un scientifique, devait commenter cette image, il vous ferait probablement sauver. Car l'écologiste, à sa manière, est un économiste de la vie, et son langage est celui d'un spécialiste des bilans. Pour employer ce langage on ne peut plus branché, nous pourrions dire par exemple que ceci est un Fagus sylvatica en train d'accroître la productivité brute de sa nappe foliaire et d'en profiter pour faire de l'incrément ligneux. Traduction en langage commun, c'est un être commun, justement. Quant à la nappe foliaire, c'est la surface des feuilles qu'il est capable de développer. Et, sur ce point, le hêtre est le champion des arbres feuillus des régions tempérées. Une hêtraie d'1 hectare au sol peut développer 10 hectares de feuilles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les champions toutes catégories sont les conifères. Grâce à leurs aiguilles, 16 hectares de surface foliaire par hectare de forêt. Voilà pour la nappe foliaire. Et l'incrément ligneux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'excrément étant ce que nous savons, l'incrément, c'est l'inverse. Un certain poids de matière organique fabriquée à partir de la matière minérale. Par exemple, ce petit érable. L'écologiste dira qu'il produit de la biomasse, ou plus exactement, de la phytomasse. Chaque année, il fabrique du bois. La lignine étant l'élément constitutif du bois, l'écologiste dira qu'il fabrique de l'incrément ligneux. Et si l'incrément vous ennuie, passons à l'excrément. Voici la naissance d'un bébé puceron. Durant sa vie, ce puceron va manger de l'incrément végétal et le restituer sous forme d'excrément animal. Sur 1 hectare de forêt, en une année, combien peut-il tomber de caca de puceron? Sur 1 hectare de forêt feuillue de zone tempérée, il tombe en l'espace d'une année 100 kg de caca de puceron. Voyons si vous ferez mieux avec la chenille. La chenille, au printemps, en forêt, c'est la terreur des feuilles. Certaines années de pullulation, il peut en surgir plusieurs millions par hectare. On peut parfaitement, dans ce cas, dit l'écologiste belge du Vigneaud, les entendre dévorer les feuilles et entendre en même temps, tenez-vous bien, ou plutôt couvrez-vous, la pluie de leurs excréments tambouriner sur le tapis herbacé. Quand résonne au printemps, comment dire autrement, cette cacophonie, ce n'est pas le moment d'aller contempler la feuille à l'envers. Et quand cela veut bien s'arrêter, il n'y a plus de feuilles du tout. Ou presque. Or, devinez combien il
il a pu tomber dans ce cas de caca de chenille par hectare de forêt. Jusqu'à 1 tonne par hectare. Mais pourquoi, direz-vous, ces calculs d'apothicaire? Reprenons le fil du discours écologique. Si l'on veut évaluer la production de la société forêt, il faut tenir compte non seulement de la phytomasse, mais de la zoomasse. Ainsi, au printemps, chaque année, il y a dans la forêt une production d'araignées. On a pu compter 183 mg d'araignées au mètre carré. Sur 1 hectare, cela fait tout de même 1 kg 830 g d'araignées. Cela n'est rien encore. Orchestre sous la direction du maestro Dianthus Superbus, œillet superbe de la Société des concerts forestiers des régions tempérées. Au box-office des dessins animés, qui sont les stars traditionnelles de la forêt? Les oiseaux. Le cerf. Et, faut-il vous le présenter, le lapin. Quant aux arbres, ils ne sont jamais que le décor. Or, le décor, ici, nous allons le planter. Et vous allez voir qu'il pèse lourd. Sur 1 hectare d'une forêt adulte, âgée de 120 ans, la biomasse est ainsi répartie. 1 tonne de plantes herbacées. 304 tonnes d'arbres, dont 210 tonnes de troncs, 90 tonnes de branches et 4 tonnes de feuilles. Soit 305 tonnes de phytomasse, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Quant à la zoomasse, nous y voilà. Combien pensez-vous que pèse le cerf à l'hectare de forêt? 1 kilo. Voyons les oiseaux. Eh, 1,3 kg, quand même. Quant au lapin, pour arriver à 5 kg à l'hectare, il faut lui rajouter tous les autres petits mammifères. En somme, sur 1 hectare de forêt, il y a 305 tonnes de masse végétale pour entretenir 7,3 kg de mammifères et d'oiseaux. Mais voici un outsider, un oublié du dessin animé, un méprisé du cartoon, qui existe en forêt, sous les feuilles, et qu'il convient d'ajouter au bilan. Voyons donc la biomasse du ver de terre à l'hectare de forêt. Par hectare de forêt, il y a jusqu'à 1 tonne de vers de terre. Le roi de la forêt, c'est le ver de terre.
l'Europe occidentale, surpeuplée, la biomasse des lombrics, au kilomètre carré, est supérieure à celle des humains. L'Europe des vers de terre pèse plus lourd que celle des hommes. Ce tube digestif en marche est capable de produire par an et par hectare 30 tonnes d'excréments, autant de feuilles mortes digérées qu'il mélange à 300 tonnes de terre. En 65 ans, toute la partie superficielle du sol d'une forêt, sur la hauteur d'un sillon de charrue, passe par le tube digestif des lombrics. Mais le ver de terre n'est pas, loin de là, le seul travailleur de l'humus. Dans 1 gramme de sol forestier, au printemps, 4 à 5 milliards de bactéries. Dans le même gramme de sol, 66 mètres de filaments de champignons. Sur 1 hectare, 80 000 mille-pattes. Et voici les acariens. De 2 à 400 000 acariens au mètre carré en forêt. Pas plus gros que les acariens, voici les colamboles. Ils installent des boules de leur sperme en haut de ces minuscules petits mâts pour y asseoir leurs femelles après les avoir fait passer par-dessus leur dos. Finalement, la forêt tempérée fait penser à une mine de charbon. En haut, quelques techniciens, peu nombreux. En bas, une énorme population. Voici des acariens faisant du stop sur le dos d'un puceron et des colamboles parasitant un scarabée. Il y a, sur 1 seul hectare de litière en forêt tempérée, plus d'organismes vivants que la population humaine du globe. La forêt tropicale de Guyane. Les feuilles ici tombent selon les arbres, un peu à tout moment. L'automne connaît pas. Mais chaleur et humidité sont telles que la litière se décompose ici 100 fois plus vite qu'en forêt tempérée. Donc, moins de travail. La société forêt emploie beaucoup moins d'ouvriers au sol. Par contre, elle entretient en hauteur un personnel pléthorique. Si l'on veut filmer la vie, il faut grimper aux arbres. Alors on découvre non seulement les lianes, mais toutes ces plantes à qui nous décernons généreusement, en pays tempéré, le titre de plantes d'appartement, comme si la nature les avait créées pour des pots, alors qu'ici, à l'état sauvage, elles s'installent sur les arbres. On les appelle des épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui vivent sur d'autres plantes, sans les parasiter. Pour s'enraciner, il leur suffit d'un peu d'humus entassé dans une fourche ou la fissure d'une branche. Les broméliacées, c'est la famille de l'ananas, ont mis au point un système étonnant. Pour retenir l'eau des averses, elles l'emmagasinent dans un réservoir fait de leurs feuilles entrecroisées. Elles y recueillent non seulement de l'eau, mais des feuilles mortes, des insectes, des micro-organismes qui leur font de l'engrais.
C'est dans l'un de ces bassins suspendus, à 40 mètres de hauteur, que nous découvrons la grenouille dendrobate. Dendro en grec signifiant arbre, les dendrobates sont des batraciens qui vivent dans les arbres. Dans la réserve d'eau de la Broméliacée, la dendrobate pond ses œufs, qui deviendront des têtards. Et des larves de moustiques vivent à la surface. Bonne affaire pour les têtards. Et aussi pour la plante, car les déchets viennent enrichir son eau. L'entresol obscur de la forêt tropicale est le domaine de certains arbustes qui ont su s'y adapter. L'un des plus astucieux est ce palmier. Grâce à la disposition de ses tiges et de ses palmes entrecroisées, qui font comme un panier, il rassemble à son pied toutes les feuilles mortes qu'il peut récupérer. Et comme il canalise aussi l'eau qui lui coule le long des tiges, non seulement il accumule son engrais, mais il l'arrose pour le faire pourrir. On l'appelle ici le palmier compost. Son inflorescence attire les abeilles grâce à la couleur jaune et un parfum perceptible à plusieurs kilomètres. Les abeilles récoltent du pollen non seulement pour nourrir leurs bébés, mais aussi pour les loger, en fabriquant de la cire. Voici une fleur de la forêt tropicale qu'il a bien compris, le clusia. Au lieu d'avoir, comme tout le monde, un magasin d'alimentation pour abeilles, le clusia a ouvert une droguerie. Sa fleur offre de la cire toute faite et de qualité supérieure. C'est une résine insoluble dans l'eau, spéciale pour nids d'abeilles pressés en forêt pluvieuse. Une exclusivité clusia, service inclus. La forêt tropicale a aussi besoin de se ressemer en permanence. Pour cela, elle fait travailler les mammifères et les oiseaux capables de manger les fruits dans les arbres et d'en rejeter les graines après transit intestinal. Il y a un service de nuit. Cet homme est en train de violer la vie privée d'une chauve-souris. C'est un chercheur en écologie tropicale. Il a commencé par lui coller un radioémetteur de 2 grammes. C'est bien assez pour elle, elle n'en pèse que 20. Et pendant toute la nuit, grâce à un récepteur relié à un ordinateur, il la suit de loin. Rythme lent, elle mange. Rythme rapide, elle vole. À quoi cela sert-il? Une chauve-souris consomme en une nuit le double de son poids en pulpe de fruits. Or, elle doit rester légère pour voler. Elle doit donc satisfaire un besoin naturel toutes les 5 minutes. Résultat, les chauves-souris font pleuvoir jusqu'à 100 000 graines par hectare et par nuit. En fait, grâce au personnel qu'elle entretient, la forêt tropicale dispose en permanence et par hectare d'un volant de 600 000 graines en état de germer. Quand un vieil arbre meurt, la lumière pénètre. Alors les graines, capables d'attendre 6 ans, saisissent leur chance de recoudre l'accroc. Cette banque intestinale de semences, dont le cas capital, pourrait-on dire, est renouvelé en moyenne tous les 6 ans, les scientifiques le baptisent potentiel séminal édaphique ou advectif, selon qu'il s'agit du compte épargne ou du compte courant.
c'est-à-dire des graines qui dorment ou qui viennent d'arriver. Les arbres de la forêt tropicale n'ont pas seulement besoin de faire transporter leurs graines. Il faut d'abord que leurs fleurs soient fécondées. Quand donc on aperçoit un colibri, comme ici, on se dit tout est bien sous le meilleur des tropiques. Eh bien, pas toujours. Cette liane, la Norantea, qui se débrouille pour grimper sur un arbre, y cherche la lumière et aussi les oiseaux. Mais pas n'importe quels oiseaux. Les organes sexuels de la fleur sont alignés sur le dessus de la liane. C'est un passage piéton. Les oiseaux ramassent du pollen sur leurs pattes et l'emporteront sur une autre Norantea, qui n'attend à son tour que d'être piétinée. Et les oiseaux piétinent à qui mieux mieux, parce que la plante leur a construit un cabaret. Elle transforme ses pétales en urnes bien rouges, les oiseaux raffolent du rouge, et les remplit d'un nectar sucré, abondant. Voyez à quel point. Les oiseaux piétons viennent se pencher pour boire et paient leur consommation en fécondant la fleur. Mais voici un colibri qui n'entend rien à cette affaire. Il boit, lui, sans se poser. Si la Norantea pouvait parler, elle lui dirait d'aller boire ailleurs, car avant d'être du vol stationnaire, c'est du vol tout court, du moins de la grivellerie. Il repart sans payer. Finalement, comme l'a dit le philosophe allemand Rudolf Steiner, plus on va vers les tropiques, plus la vie s'élance vers le ciel. Au pôle, elle se traîne. À l'équateur, elle est aspirée dans les arbres. Quant aux écologistes scientifiques, à force de compter, de calculer, comme des contrôleurs polyvalents de la société forêt, voici le bilan qu'ils en tirent. Les forêts de la Terre produisent encore en permanence plus de biomasse animale et végétale, plus de vie en un mot, que tous les océans réunis. Alors qu'elles occupent 8 fois moins de surface. Mais pour combien de temps, au rythme où l'homme détruit la forêt ?